Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fringale pour ce grand débrief du championnat du monde, un championnat du monde magnifique qui a scotché plus d'une personne sur son canapé ce dimanche, j'en suis sûr. En tout cas, nous, on était à fond, on n'a pas pu décrocher de devant la télé. Et pour m'accompagner ce soir, quelqu'un qui, je crois, est passé pas loin de la Fringale parce que c'était trop compliqué d'aller se ravitailler ou de satisfaire un besoin naturel. Titien est avec moi. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut Adri, bonjour à tous. Écoute, ça va super. Ah là là, c'était une course incroyable. Franchement, on va en reparler, mais pour moi, c'était peut-être la course de l'année. Alors voilà, il y a un parcours dont on va reparler. Il y a eu des stratégies, il y a eu des coureurs incroyables, mais franchement, j'ai pas vu une course sur route depuis très longtemps où en fait, tu n'oses même pas aller te chercher un carré de chocolat dans la cuisine parce qu'en fait, voilà, à chaque virage, il y avait des relances, des attaques. Franchement, ça n'a pas débranché. Même sur un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix, il y a quelques temps d'accalmie, mais là, il n'y en a pas eu un seul. Donc voilà, moi, j'ai kiffé de fou. Et puis, je suis content de pouvoir en parler avec toi ce soir. Ouais, c'est vrai que c'était assez incroyable, hein, et pour le coup, c'est grâce au parcours. Alors vous aviez parlé du parcours dans la preview. C'est vrai que avant la course, et même on entendait les commentateurs pendant le direct dire que, enfin, on a entendu plusieurs personnes dire ce parcours est indigne. Ouais, ce parcours est indigne d'un championnat du monde. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a plein de virages, parce que, enfin voilà, en quoi c'était dangereux, en quoi est-ce que c'était plus dangereux qu'un autre. Moi je pense que par rapport au parcours, justement, ça change aussi de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis ça met en avant des qualités de cyclistes, de coureurs qui savent frotter, qui savent prendre des virages très vite, qui savent être explosifs dans des bosses raides et courtes. Et moi, dès que j'ai vu les premières courses des juniors la veille, j'ai trouvé le parcours génial et je me suis dit ouais, ça va être un chantier de fou. Et franchement, on n'a pas été déçus parce que en plus, bon, il y a eu le temps qui s'y est mis avec un petit peu de pluie, après des éclaircies, la route elle sèche, mais elle sèche pas partout. Du coup, et je trouve que ça met vraiment en avant, et on le voit quand on regarde le classement de toute façon, les vrais coureurs cyclistes en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment les gars, c'est un petit peu, des fois, t'as envie de dire, c'est un petit peu ça le vélo, c'est ça courir dans un peloton, une course de haut niveau, et on a eu les plus costauds au final. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, voilà, il en faut pour tout le monde et un championnat du monde, il doit représenter des coureurs, une certaine catégorie de coureurs. Parfois, c'est des grimpeurs comme en 2018, parfois, c'est des punchers comme en 2020, comme en 2021. Voilà, on a eu des courses plutôt typées sprinter, on a eu aussi des circuits plutôt insipides. Et celui-là, voilà, il avait sa personnalité. C'était le championnat du monde des relanceurs, des punchers et surtout des coureurs ultra costauds parce que c'était sûr qu'avec un circuit comme ça allait pas débrancher. Et voilà, effectivement, alors voilà, c'est atypique, c'est pas un effort qu'on retrouve beaucoup dans l'année, mais c'est comme ça, il faut s'adapter au parcours. Voilà, un Mathieu Van Der Poel, il gagnera jamais un championnat du monde de grimpeur ou Mark Cavendish ne pouvait pas gagner un championnat du monde de grimpeur non plus. Un Thibaut Pinot, il n'aurait pas eu un Julien Alaphilippe sur un championnat du monde de sprinter. Ils n'auraient pas eu leur chance. Voilà, cette année, c'était pour une catégorie de coureurs, c'était pour les punchers, un peu les Flandriens, et ça n'a pas loupé. Et voilà, alors effectivement, on entendait parler d'un circuit voilà, pas du tout digne des championnats du monde, mais il en faut pour tout le monde dans le cyclisme. Et voilà, encore une fois, l'adresse, on va dire l'agilité et le punch, c'est également une qualité dans le cyclisme. Alors, il y en a qui savent très bien tirer des bons bouts droits, et voilà, il y en a qui savent parfaitement relancer. Aujourd'hui, c'était pour eux. Enfin, hier, c'était pour eux. Et autre chose, alors effectivement, on peut dire ce qu'on veut sur ce circuit, mais on a eu du spectacle. Et mine de rien, pour moi, si on a une course où il y a du spectacle, c'est que le parcours était bon. Inversement, si on a une course où on s'ennuie, c'est que, voilà, on dit souvent les coureurs font la course, mais le parcours, ça joue beaucoup. Et moi, très sincèrement, je m'étais beaucoup plus ennuyé l'année dernière où à 40 km de l'arrivée, vu le groupe, on savait déjà qu'Evenepoel allait gagner, et puis le peloton n'avait pas vraiment fait la course derrière. Enfin voilà, donc non, moi je suis plutôt très content de ce tracé, ça change. Et puis voilà, si je dois lui adresser pour moi
Alors effectivement, il y avait un peu de dangerosité, mais finalement, on a eu 3-4 chutes dont Ouais, il y en a, trois quand même il qui ont y en été a pas dues à eu la tant que pluie, ça quoi. au final, hein. Non, 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 il y en Voilà. a eu, mais voilà, c'est le lot de toute course, hein. Sur le Tour des Bah Flandres, oui. il y en a beaucoup Mm. aussi. On ne dit pas que le parcours du Ouais, Tour c'est des ça. Flandres Ouais. est trop dangereux. Donc il faut des épreuves différentes dans le cyclisme. Voilà, moi, le seul point noir que je vois à ce parcours, c'est malheureusement tous ceux qui ont été privés de jouer leur chance sur ennui Mm. mécanique, que ce soit sur Mm. crevaison ou sur ennui, voilà, enfin, voilà, ils ont déraillé des choses comme ça. Je pense à Christophe Laporte notamment, à Rasmus Tiller qui lui avait accroché le bon groupe. Voilà, ça, c'est des coureurs comme ça qui malheureusement n'ont pas pu jouer leur chance. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Et voilà, peut-être que ce circuit aurait nécessité sur les, je sais plus combien de kilomètres il faisait, mais sur les 15 kilomètres, on 14. va dire, bah Ouais. voilà, ouais, voilà, 3-4 kilomètres plutôt plat et plutôt rectiligne. En tout cas, sans que ça tournicote pour que voilà, il y ait une petite zone où les coureurs ils puissent facilement changer le matériel, etc. Mais là, c'était pas possible. Donc voilà, si je dois Mm. tirer un peu une critique qui est un peu dommage, c'est celle-là parce que clairement, voilà, ça se trouve, Laporte, il avait clairement peut-être les jambes pour au moins figurer dans le top 10 et ses chances, elles ont été réduites à néant. On pense à Michael Bjerg qui a crevé au moment de l'entrée du Ouais, parcours pire où ses moment là, coéquipiers danois où tout le monde accéléraient. visse. Donc voilà. Mm. Donc voilà. Mais globalement, pour moi, course réussie. Donc parcours pour moi que je valide et l'année prochaine on aura encore quelque chose de différent. Oui. Et voilà, et c'est le lot. Donc enfin moi en tout cas j'ai kiffé et j'ai kiffé ce parcours. Et c'est ça qui est sympa aussi avec les championnats du monde, c'est qu'on sait que le parcours change tous les ans et il est vraiment différent d'une année sur l'autre. Et ça n'empêche pas, sur les dernières années, d'avoir des très beaux champions du monde. Et là, on a eu vraiment un championnat extraordinaire aussi parce que, bah voilà, parce que ce parcours, il était, je pense qu'il sortait de l'ordinaire. Du coup, on savait pas, enfin. Mine de rien, on savait pas vraiment comment allait se passer la course, mais on a vite compris qu'ils allaient faire tout le circuit, les combien, 140 bornes à bloc. Et quand on voit le résultat final où, bah, on l'a pas encore dit, mais tout le monde le sait, Mathieu Van Der Poel, champion du monde, deuxième Wout van Aert, troisième Tadej Pogacar, c'est juste les trois meilleurs, les trois phénomènes du cyclisme actuel, les trois meilleurs coureurs de classique, voilà, ils étaient déjà à l'avant sur le Tour des Flandres. On les a beaucoup vus batailler les uns contre les autres sur les courses d'un jour. Et bah clairement ça fait plaisir quand c'est aussi les stars qui gagnent et puis les meilleurs coureurs, les plus endurants, les plus habiles sur le vélo. Donc ouais, au final, je pense que dans ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai vu beaucoup moins de critiques sur le parcours qu'il y a 4 jours. Donc voilà, mais c'est bien en tout cas, ça fait un petit peu. Bah voilà, ça fera peut-être aussi un petit peu réfléchir sur d'autres possibilités de parcours qu'on s'interdisait peut-être. Bah voilà, comme ça, et finalement, bah c'est pas mal que l'UCI ait osé faire ça. Tout à fait. Alors on va dans un premier temps prendre le temps de résumer cette course où il s'est quand même passé beaucoup de choses. Alors on a noté plusieurs points dont on va discuter ensemble. Donc départ, voilà, ce parcours avait la particularité de partir d'Édimbourg avec une longue partie en ligne de environ 120-130 km d'Édimbourg pour aller jusqu'à Glasgow. Avec la traditionnelle échappée matinale des championnats du monde. Avec pour le coup, en général, moi je connais quasiment aucun coureur dans cette échappée là. Et là, c'était un petit peu plus épais que d'habitude. On avait Owen Doel, Chris Neylands, Matthew Deeman, Kevin Vermerck, Petr Keleman, Ryan Christensen, Rory Townsend, Harold Tejada et Patrick Gamper. L'échappée a rapidement pris un petit peu d'avance. Et alors il y a eu un fait de course dont il faut parler. La course a été arrêtée, interrompue pendant je crois une cinquantaine de minutes, hein, c'est ça, C'est ça. par des manifestants qui s'étaient cimenté la main au sol et qui du coup empêchaient la course de passer. Donc il y a eu cette petite interruption. Donc on a vu les images de ces coureurs qui devaient avoir un petit peu frais quand même, et surtout coupés dans leur effort. Voilà, donc après l'échappée est repartie avec l'avance qu'elle avait sur le peloton. Et voilà, bon, je sais pas si t'as quelque chose à signaler ou quelque chose qui t'a interpellé sur cette partie, Titien.
Ah non, c'est bon, j'ai eu le temps d'aller déjeuner pendant ce temps-là, donc j'étais En fait, content. c'est bon, Écoute, ça t'a non, fait une mais pause ravito pour toi. oui, oui, on n'était pas à un moment clé de la course, non, non, bah, rien de particulier, c'est un fait de course, et puis voilà, on savait que ça allait repartir, ça a pris un peu de temps, mais finalement, je pense pas que ça ait joué quoi que ce soit sur le scénario de la course, donc voilà, ça reste un fait de course. Ensuite, arrivé sur le circuit de Glasgow, donc ce circuit très technique, et là on a très vite compris en voyant l'approche et les 10 derniers kilomètres, voire plus avant le circuit, que ça allait être la baston pour se placer, pour pas arriver en queue de peloton et puis prendre une cassure, sauter direct. Et à ce petit jeu-là, bah, c'est les Danois qui ont été très bons, qui ont réussi à prendre la tête du peloton à l'entrée de Glasgow et puis à mettre un gros rythme tout de suite pour bah déjà faire sauter pas mal de coureurs qui avaient protégé leur leader avant et déjà faire bien mal aux jambes de tout le monde. Ouais, et pour moi, premier carton rouge de la course, enfin, j'ai entendu plusieurs nations dire, voilà, là, là, c'était impossible de remonter sur ce Mm. circuit, c'était une vraie loterie à l'entrée, enfin, il y avait quand même, si je dis pas de bêtises, ouais, 120 km avant d'entrer sur le circuit. Et moi, j'entendais des coureurs de l'équipe de France, enfin, alors moi, j'étais très déçu de la prestation de l'équipe de France, mais en plus, ça m'a passablement énervé de dire, voilà, ouais, il n'y avait rien à faire, enfin, c'était, voilà, on était tous éparpillés, on n'avait pas les devants de la course, etc. Mais pour moi, enfin, pourquoi tous ces coureurs-là, finalement, on sait qu'en fait, ce circuit il va favoriser, mine de rien, les crossmen et que Van Der Poel, c'est le grand favori de la Mm. course, avec Van Aert, avec Pogacar. Et on sait qu'on aura du mal à lutter. Enfin, juste, je reviens sur, tu parlais de l'échappée. Pourquoi on n'a pas vu un Français dans l'échappée? Pourquoi on n'a pas vu, voilà, je sais pas moi, un Espagnol? Enfin, je reparle de l'équipe de France parce que j'entendais, oui, on nous aurait jamais laissé partir. Bah, c'est sûr, quand on t'entend pas, déjà, on va pas te laisser partir. Et puis ensuite, voilà, il aurait très bien pu se créer des mouvements de course hein, sur ces 120 km avant l'entrée du circuit. Si des Français relancent avec un Espagnol, avec un Belge, pourquoi pas, etc. Voilà, Van Der Poel, il traînait en feu que de paquet. Le temps que les Néerlandais remontent, tout ça. Enfin voilà, il aurait pu se créer des choses qui auraient fait qu'on aurait eu quelques coureurs, notamment des Français, mais d'autres nations, qui seraient peut-être arrivés avec 30 secondes, une minute à l'entrée du circuit. Là, bah forcément, quand tu n'as rien tenté depuis le début de la course bah, et que tu subis le rythme, forcément, tu te fais piéger. Et je dis ça aussi parce que quand je vois le résultat des coureurs qui étaient Ouais. échappés à l'arrivée, quand tu vois un Dynam qui fait septième ou il y a Vermerck, 20e. Vermeer qui a bien fini, Ouais. Wendell hein, Wendell, qui a 18. fini dans les 20 premiers, Mm. voilà. Enfin, Mm. c'est pas quand même des mecs que tu te disais qui vont finir dans les 20 premiers à la fin. Et à côté de ça, nous, on a un Français dans le top 20 qui fait à peine mieux, voire moins bien que certains des coureurs de l'échappée. Donc, enfin, je sais pas, moi c'est un petit coup de gueule que j'ai. Enfin, j'étais là, comment ça se fait qu'on sait que ce circuit va être technique, il faut avoir un coup d'avance, surtout quand on n'a pas une nation favorite et qu'on n'a pas les meilleurs coureurs. Et j'ai vraiment pas compris ce manque d'anticipation. Enfin, on sait Ouais. très bien qu'un groupe qui part, enfin, moi je sais pas ce que tu en as pensé, Bah, mais moi j'ai été très déçu. en fait, moi j'ai trouvé ça surprenant que finalement, on l'a compris un peu après la course, que la tactique de l'équipe de France qui avait été décidée, c'était un peu de faire comme tout le monde. C'était Ouais, c'est d'arriver, ça. c'était d'arriver devant sur le circuit et Thomas Vauclair nous avait quand même habitué à d'autres choses un petit peu plus surprenantes, un petit peu plus originales et un petit peu plus réussies aussi, il faut le dire. Et ouais, moi c'est ça aussi qui m'a surpris d'aller dans l'échappée ou d'essayer de partir avant cette arrivée sur le circuit parce que enfin je sais pas, Vauclair il devait bien se douter qu'une fois que c'était sur le circuit de toute façon ça allait être à bloc, à bloc, à bloc, et je pensais qu'il y aurait plus de mouvements de course dans cette première partie. Euh, ouais, un petit peu en fait, plus que déçu, surpris en fait que l'équipe de France n'ait pas tenté autre chose. Enfin, la moitié de l'équipe a abandonné Hmm. hyper rapidement. Euh, voilà, bah, c'était bien de Ouais, ouais. protéger les leaders sur le début de course, mais ouais, je pense qu'il y avait d'autres façons d'exploiter un petit peu et puis bah, du coup, je pense qu'on peut enchaîner sur les Français hein, comme on est en Bah train ouais, d'en parler. on peut. Voilà, donc une équipe bah, quand même dont le leader était Christophe Laporte qui avait les meilleures chances d'aller chercher une médaille et même le titre.
Et pas de chance, crevaison, alors je sais plus, c'est peu après l'entrée sur le circuit, et il y avait plus de 100 km encore, je crois, à parcourir. Euh, ou 80, je sais plus. Et du Ouais, il coup, est quand même à près de ouais, 100 km plus, de ouais, c'est l'arrivée. ça, Donc, une centaine, hein. on Et était du loin. coup, crevaison de la porte qui met un peu de temps à se faire dépanner, et puis ça roulait déjà à bloc, et finalement ils rentrent jamais, et puis les Français n'ont pas existé en fait de la course, et pas du tout pesé sur la course. Ah non, mais c'est une énorme déception. Alors, grosse déception pour Laporte, mais dans tous les cas, on va pas se le cacher, Laporte, je vois pas comment il aurait gagné ce championnat du monde à la pédale. Enfin, devant, Hmm. c'était un trop gros niveau. À son top niveau, dans un jour de grâce, Laporte, il peut être au niveau d'un Mats Pedersen, mais voilà, enfin, devant, c'est trop fort. Donc, on savait déjà que dans tous les cas, on n'avait pas l'équipe. Enfin, notre rôle, il n'était pas juste de suivre, parce qu'au bout d'un moment, ça allait devenir trop dur. Il fallait absolument créer quelque chose, anticiper, en tout cas construire. Bah oui, enfin, alors très bien, enfin, voilà, des Brian Cocard, je crois qu'il y avait Le Gac hein, aussi sur Ouais, la ouais, course. il y avait le gars, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, Rémi Cavagna qui roule, mais c'était quoi l'outil? Enfin, je sais pas, pour moi, Bah, de toute façon, Cavagna, surtout fallait que. qu'il fasse que le début de course, parce qu'après, lui, les enchaînements de virages comme ça, c'est vraiment pas son délire. Oui, oui, Mais du coup, mais il a pourquoi pas t'en été vois pas exploité. un Rémi Hmm, Cavagna devant avec un Brian Cocard, par hmm. exemple, deux coureurs dont tu sais très bien qu'ils ne suivront pas, surtout que les 120 premiers kilomètres hors du circuit, ils ne se sont pas faits non plus. Enfin, il n'y avait pas un besoin de protéger, c'était Non. en peloton Hmm. bien groupé, c'était une bonne boule. Donc, je ne sais pas. Et puis ensuite, comme ils l'ont dit, c'était une course individuelle, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de course d'équipe. Même les Belges qui ont essayé de le faire, ils ont Hmm. vu que c'était quand même très compliqué sur ce circuit. Donc finalement, tu grilles au moins 4 mecs. Tu savais qu'ils allaient servir à rien sur le circuit, ils ont servi à rien tout court. Et comme tu dis, ils ont bâché très vite. Et voilà, je pense qu'on a. Alors, dans tous les cas, pour moi, on va en parler après, il y a un gros problème de niveau dans cette équipe de France. Mais moi, franchement, j'ai été très déçu de la tactique. Enfin, quand tu vois qu'il y a eu une pauvre attaque d'Alaphilippe, j'ai pas trop compris. En plus, il attaque à. Je sais pas ce qu'il essayait de créer, mais il part 10 mètres devant le peloton. Enfin, franchement, j'ai rien compris. Et puis ensuite, ouais, derrière, bah voilà, pour moi, le deuxième problème, au-delà de la tactique que j'ai. Voilà, qui était très décevante, pour moi, c'est le niveau. Enfin, et globalement, il n'y avait personne au niveau dans cette équipe. Alors peut-être que Christophe Laporte, lui, voilà, encore une fois, mais ça, on le saura jamais, on ne refera pas la course. Mais Alaphilippe, il a disparu très rapidement. Brian Cocard, on l'a vu, il était déjà en centième position à l'entrée du circuit. Florian Sénéchal, il a fait illusion pendant un tour. Et puis Valentin Madouas, qui était Cosnefroy mon aussi, coureur. déçu. Enfin, Ouais, Cosnefroy, il après, était là, il a mais pas fait la meilleure saison de sa carrière, Cosnefroy, mais c'est le genre de parcours qui peut lui convenir. Il a gagné une hum, classique canadienne, hein, c'était à Québec l'année dernière, où c'est un petit peu ce genre de parcours urbain aussi. Alors pas aussi exagéré, on va dire, que sur le parcours de Glasgow. Mais ouais, normalement, c'est des coureurs qu'on attend. Une course hyper rapide, hyper usante, dure tout le long. C'est un truc pour Valentin Madouas. Alors oui, il fait premier français, mais il fait 15e à presque 8 minutes de Van Der Poel. Et en fait, il a crampé, quoi. C'est ce qu'il disait après. Il a eu des crampes. C'est la première fois que ça lui arrive comme ça aux deux jambes en même temps. Et on le voit bah ouais, c'est ça, qui galère à suivre le gros groupe, et c'est sûr que c'est décevant, parce que il y a à la fois le côté de se louper tactiquement, et puis là même physiquement en fait ils étaient en dessous. Alors voilà, il y a juste la porte, comme tu l'as dit, on saura jamais, mais ouais, c'est sûr que c'est décevant comme prestation. ouais. Après, Madouas, je n'en veux pas trop parce que je pense que c'était, malgré ce qu'on sait que c'est un coureur très endurant, un coureur qui passe très bien les petites bosses comme ça. Valentin Madouas, c'est quand même un coureur qui ne sait pas du tout frotter et qui n'est pas du tout à Mmh, l'aise quand c'est mmh. trop technique. Et sur le Tour des Flandres, souvent, voilà, il est 15e de son groupe, puis il est 11e, puis voilà. Et en fait, parce qu'il y a des petits moments de temporisation et surtout Ouais. les monts, finalement, sont plus longs que ces côtes-là. Enfin voilà, il Puis a tout le on l'a temps quand jamais même vu à l'avant, hein, Madouas. de Moi, il y a même un remonter. moment, je me disais, merde, Ouais, il y a plus de Français. Ça y est, il y a plus de Français. Ils étaient beaucoup encore. Et puis, ouais. en fait, non, il était un peu caché derrière, quoi. Mais c'est comme Remco Evenepoel, enfin, ces deux coureurs, par Mhm. exemple, qui sont très forts, mais qui ont des lacunes techniques trop grandes sur un enchaînement de virages comme ça et de petites montées, de descentes, voilà, de petits sprints. Pour moi, c'était pas tellement leur course, mais
Et globalement, même, enfin voilà, Madouas 15e, il y a des noms devant lui qui sont voilà, des noms bien moins ronflants que Valentin Madouas. Donc, non, mais globalement, l'ensemble de la prestation, encore une fois, affaibli par l'incident mécanique et l'abandon de Christophe Laporte, est très très décevante pour l'équipe de France. Et voilà, moi j'avais quand même pas mal d'espoir parce qu'ils avaient quand même une équipe d'outsiders, mais je me suis dit, ils vont dynamiter, ils vont nous enflammer la course de loin. Ouais, ils nous ont L'année habitués dernière, ils à avaient fait de, tout à de ça. belles, à de Et belles ouais, choses voilà. en fait les Voilà. dernières années. C'est ça aussi qui est décevant finalement, c'est parce que Mm. autant il y a une époque où on n'attendait pas trop de l'équipe de France parce qu'on savait qu'elle serait un petit peu à la ramasse. Là, ces dernières années, nous ont pas habitués à faire les courses comme ça. Donc ouais, c'est sûr que c'est pour ça qu'on est un petit peu déçu. Mais bon, c'est le vélo, il y aura d'autres Oui, c'est comme courses, ça. voilà, c'est comme ça arrive aussi de se trouver et de passer à côté de Oui, tout courses. à fait, Mais tout à fait. Mais voilà, c'est juste décevant voilà. voilà, Mm. par rapport à l'état d'esprit, je trouve, de plus que le niveau qui est, voilà, ça peut arriver. Ensuite, bah, du coup, il nous reste encore 100 bornes à faire, hein, Titien. Donc, faut pas qu'on traîne non plus. Ouais, mais là, ça va, j'ai dîné avant, donc là, Ah, c'est bon. normalement, je devrais pas tomber en fringale. Tu devrais tenir. Bon, bah, ça me voilà Ouais, ça rassuré. va aller. Me voilà rassuré. Alors ensuite, le fait de course suivant, c'est l'attaque de Mathieu Van Der Poel à environ 74 km de l'arrivée. Il décide de secouer le cocotier une première fois. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, à ce moment-là, de cette action? Ah bah moi, je le trouvais très fort, mais j'avais pas de doute là-dessus. Enfin, vu le Mhm. circuit, en plus, enfin voilà, je le voyais suivre depuis une dizaine de kilomètres et voilà, et je le trouvais déjà très fort parce que quand il y avait un petit trou à boucher, il dépassait trois quatre coureurs en à peine quelques mètres et voilà, et là il est bien sorti à la sortie d'un virage avant la montée et voilà, il s'est dit tiens, un premier test et puis on a vu qu'il était très très fort donc voilà, je pense que voilà, c'était juste un peu déjà pour débloquer les jambes et puis un peu pour tester ses adversaires, il a vu que voilà, ça suivait hein, à ce niveau de la course mais que lui se sentait bien et que derrière, tout le monde ne suivait pas. Donc voilà, je pense que déjà, il s'est mis en confiance avec cette attaque et il a fait bien mal aux jambes de tout le monde. Ouais, donc petit test, on va dire, de Van Der Poel. Alors, il y avait eu quelques attaques avant, dont Pedersen. Et avec Van Der Poel, bah, il y a 5 coureurs qui arrivent à le suivre. Van Aert, Pedersen, Pogacar, Bettiol et Simon Clark. Donc des coureurs qu'on retrouvera quand même quelques instants plus tard dans le final. Donc déjà à ce moment-là, c'était les plus costauds qui étaient sortis et qui étaient à l'avant, quoi. C'était Dinam, je crois, qui avait suivi. D'ailleurs, on se demandait tous qui c'était cet Ah Australien. oui, Et exact. c'était Oui, oui, Dinam qui était c'est ressorti. ça. D'ailleurs, belle révélation, lui, Je me suis planté. sur Ouais, cette course. c'est ça. C'était Et, Dynamo. Ouais. et ouais, et d'ailleurs, moi, j'ai adoré ce passage du circuit, là, quand tu vois qui tournent et ils tournent, ils sont à 2-3 km/h tellement le virage il est Mm. serré et derrière cette relance qui Ça, faisait si mal là et c'était beau à voir ses qualités de punch donc non franchement et moment ça a dû faire très mal à tout le monde à ce moment-là de la course et voilà et je pense que enfin, voilà à partir de cette attaque de Van Der Poel tout le monde commençait un peu à être à la ouais, limite. c'est ça. Je pense que tout le monde, ça faisait 200 bornes hein, qu'on roulait. Tout le monde devait commencer à être usé. Et là, à mon avis, il y en a un paquet qui se sont dit, ouh, bon, bah c'est pas pour moi aujourd'hui, c'est pas pour moi. Et ouais, d'ailleurs, tu parlais des relances, c'est pas pour rien que bah, c'est des efforts de crossman, ça. Prendre un virage quasiment arrêté, mettre une grosse relance après, et puis faire ça toute la course. Donc c'est pas pour rien qu'on a retrouvé les deux meilleurs crossman aux deux premières places. Donc bon, ce petit groupe, il va se faire reprendre, mais on continue à avoir une sélection par l'arrière quand même, toujours quelques attaques. En fait, ça a pas arrêté d'attaquer tout le temps, à tel point que à chaque fois on se disait bah tiens, est-ce qu'il y en a un qui va vraiment arriver à sortir? Et finalement, à 55 km de l'arrivée, Alberto Bettiol qui arrive à s'enfuir du groupe de tête pour rapidement creuser l'écart. Je pense aussi que Bettiol il a réussi à partir parce que c'était pas un des gros favoris et que l'attaque est arrivée après une succession d'attaques de favoris dont les Belges qui ont pas mal essayé de bouger. On a vu Pedersen très actif, on a vu Pogacar aussi se lever pas mal de la selle. Pas Van Der Poel à ce moment-là. Et du coup Bettiol qui s'en va et qui prend une belle avance. Ouais, tout à fait.
Et j'arrive pas, même après en analysant, je sais pas si c'était une erreur ou pas. Je pense que Bettiol était très fort. Et je pense qu'il était au niveau pour suivre, en tout cas, pas Van Der Poel qui était injouable, mais peut-être poursuivre des Pogacar ou Pedersen. Moi, enfin voilà, il répondait à toutes les attaques. Et je pense qu'il s'est un peu tué avec son solo aussi loin de l'arrivée. Mais bon, j'ai envie de dire que quand tu es lancé comme ça, tu sais, il y a tellement de courses où il y a un mec qui Hmm, part et puis c'est derrière, ça. c'est l'enterrement de première classe Je- que voilà, à Moi, partir du je me moment où suis il dit, voyait. quand il est parti, que j'ai vu qu'il prenait l'avance, je me suis dit, ouais, bah, pourquoi pas, parce que t'es pas à l'abri que derrière, ça se regarde, hein. Juste après, il y a la chute de Narvez qui fait une sélection, mais on sait pas ce qui peut se passer s'il y a pas cette chute, s'ils sont encore 10, 15, c'est peut-être pas la même course non plus. En fait, je pense qu'il a pas mal faussé l'analyse aussi à ce moment-là, mais moi je me suis dit un peu pareil, c'est qu'en fait, c'était très loin de l'arrivée et comme en fait ça partait dans tous les sens depuis tellement longtemps, on avait l'impression que voilà, enfin, l'arrivée était pas si loin, enfin tu vois, et Mhm. en fait il avait encore plus d'une heure de course à tenir Bah à ce ouais, rythme, ouais, Bettiol, enfin, et en fait maintenant quand il pense, voilà, c'était quasi mission impossible, c'est si long, enfin, il y avait une heure et quart de course à faire tout seul mais effectivement, moi j'y ai pensé parce que c'est un circuit, parce que ça donne tellement depuis le début que tu as toujours l'impression que la course va bientôt se finir, etc. Mais quand tu fais un peu le compte derrière, bon déjà il a fini quoi, à 4 minutes, hein, Bettiol. ouais. Et puis en plus, ouais, Il ouais. fait dixième, ouais, à Ouais, 4 minutes. je me disais quand même, ouais, on est quand même très loin de l'arrivée. Enfin, on sait très bien que dans les 10 derniers kilomètres, un mec il peut perdre 1 minute 30, 2 minutes, c'est ce qui s'est passé derrière. Euh, donc voilà, mais effectivement, il était en mode très fort quand même. Et le petit moment, moi j'ai pas douté quand le peloton était groupé, j'ai douté un peu après la chute de Narvaez en me disant, ouais, ils reviennent à 20 secondes, etc. Mais c'est vrai qu'il restait encore 30 Ah, kilomètres et et 20 secondes puis en 30 ils kilomètres en c'est avaient rien. bien gardé Et sous la voilà. soquette. Moi, je me disais vraiment. Donc voilà, pour avancer dans la course, il y a le groupe qui poursuit Bettiol et puis dans un virage, Nervez qui faisait une très bonne course, chute et les quatre coureurs qui le devancent du coup en profitent pour s'échapper, voilà pour partir. Donc Wout van Aert, Mats Pedersen, Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils roulent ensemble, mais l'écart se maintient, voire augmente un petit peu pour l'Italien. Euh, mais, enfin voilà, moi je me disais en voyant un petit peu l'écart stagner comme ça sentait le truc, on le garde à portée de vue, parce qu'il le voyait assez régulièrement sur le circuit quand il y avait quelques lignes droites ou dans les montées. Et quand ils ont décidé d'accélérer pour se rapprocher, y a pas, l'écart a fondu comme neige au soleil. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, et je pense qu'ils ont bien géré l'écart. Après, je pense que Bettiol, il était un peu en sur-régime aussi. On l'a vu finalement en fin de course. Enfin, tu voyais dans Ouais. les 10 derniers Après, il a kilomètres, le lâché, ouais, gars, ouais. Mm. il était complètement carbonisé. Et en fait, ouais, c'était tellement énergivore ce circuit avec ses relents. Enfin, en fait, fallait à la fois avoir le physique et puis à la fois, en fait, t'es fatigué parce qu'il faut toujours que tu fasses Mm. attention dans les virages, etc. Et pour un homme seul comme ça, d'aussi loin, voilà, c'était trop dur. Donc, écoute, moi, et puis à un moment, tu sens quand même que les mecs, quand ils ont voulu revenir, tu vois Van Der Poel qui mettait quand même des plus Ouais. gros relais là, et en 3-4 kilomètres ils sont revenus à 10 secondes de lui. Et là, bon, tu t'es dit, bon, il y a bien forcément un mec de toute façon qui a encore les cannes pour produire une grosse attaque. Enfin, c'est pas possible qu'il soit donné à 100%. Donc, le pauvre Oui, Bettiol, c'est ça. c'était. Mm. Ouais, voilà. Donc, écoute, mais en tout cas, voilà, Alberto Bettiol qui a tenté sa carte. Je pense que s'il avait été plus conservateur, il aurait pu faire un bien meilleur résultat et finir dans les 5 premiers. Je pense qu'il était très fort et que c'était largement à sa portée. Voilà, après, je pense qu'il aurait bien aimé aussi un ou deux coureurs qui l'accompagnaient. Mais écoute, il a fait le choix. Des fois, il faut être opportuniste. Il Ouais. a fait le choix de Mm. sortir. C'est vrai qu'une fois que tu as pris 20-30 secondes d'avance sur un circuit comme ça, tu peux pas te dire, bon, non, enfin, voilà, tu tentes ta chance. Donc, écoute, chapeau Bétiol qui a quand même bien tenté, mais ça n'a pas suffi puisque à 25 km de l'arrivée, ouais, 25 environ, je crois, il s'est fait reprendre. Ouais, 22 très exactement. Moi, je trouve que pour finir sur Bettiol, qu'il a eu raison de tenter et puis d'y aller. De toute façon, il aurait pas pu être champion du monde d'une autre façon. Oui, non, 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 mais Donc, personne n'aurait pu l'être à part Van Der Poel, hein. donc finalement, il faut tenter parce que voilà, plutôt que de te dire, enfin, tu peux pas te dire, je vais suivre Van Aert et Van Der Poel quand ils vont attaquer, puis je vais les battre au sprint. C'est impossible de se dire ça. Donc, du coup, une fois qu'il était devant, il a eu raison. Et c'est vrai, chapeau parce qu'il a quand même fait
super course et il était très costaud. Mais malheureusement pour lui, il s'est fait avaler à 22 km dans une des petites bosses du circuit, parce que le groupe revenait sur lui et voilà, quand il était à quelques dizaines de mètres, Mathieu Van Der Poel porte une attaque qui sera l'attaque décisive. Alors on voit rapidement que Pogacar va avoir du mal à suivre, Pedersen aussi, Van Aert suit Van Der Poel, hein, il s'attendait vraiment à son attaque, mais sur les derniers mètres de l'ascension, on voit qu'il commence à lâcher un vélo, deux vélos, trois vélos d'écart, et puis à un moment il se rassoit, et là on se dit à mon avis il va le faire. Oui, oui, bah là, clairement, quand tu le vois attaquer, il était impressionnant et moi j'ai eu beaucoup de peine hein, sur cette accélération pour Wout van Aert, même si c'est pas forcément mon coureur préféré, mais quand tu te fais battre au championnat du monde, que Van Der Poel il te dépose dans le Poggio, que Van Der Poel il te dépose dans un mont pavé sur le Tour des Flandres, et puis encore une fois voilà, que Van Der Poel il te dépose sur un incident mécanique dans le carrefour de l'Arbre, et encore une fois que Van Der Poel, ton plus grand ennemi depuis ton plus jeune âge, enfin, voilà, franchement, ça doit être très très dur ce soir pour Wout van Aert et qui a tenté, mais voilà, qui a bien vu qu'au bout d'un moment, quand il s'est rassis, on a tous compris. Et je pense qu'on a tous compris à ce moment-là que dans tous les cas, Mathieu Van Der Poel, c'était le plus fort. Mais quelle accélération il met. Enfin, je pense qu'on peut le dire hein, sur des bosses voilà, courtes de moins de 500 mètres. C'est juste le meilleur puncher du monde. Et ouais, franchement, il y a rien à faire. Enfin, il est imprenable là-dessus, quoi. Enfin, et puis en plus de ça, je pense qu'il avait gardé beaucoup plus d'énergie. Lui, l'habitué du cyclocross, qui aime beaucoup les cyclocross techniques. Enfin, dans les virages, il dépensait peut-être 2 fois moins d'énergie que les autres. Là, puis les relances, pour quelqu'un, si c'est une grosse relance, pour lui, c'est une relance ou nette, je sais pas comment on peut dire. Mais ouais, c'est sûr que lui, vu ses qualités, il a pu conserver beaucoup d'énergie durant tout le parcours, ouais, c'est clair. Et peut-être qu'en fin de sa carrière, on pourra faire une compile des attaques nucléaires de Mathieu Van Der Poel, mais je pense que celle-là elle est pas sera mal, bien classée parce que franchement, elle était impressionnante. Et tu vois derrière, alors des Pogacar et Pedersen qui ont bien géré, mais en fait, dans tous les cas, il n'y avait rien à faire, quoi. Voilà, c'était le plus fort et encore, enfin, c'était pas le plus fort juste parce que déjà, c'est le meilleur puncher. C'est juste on aurait pu se dire, voilà, et c'est le plus fort au punch, mais ensuite, il saura pas tenir. Et la suite de la course a montré que dans tous les cas, que ce soit au punch, à la résistance, à l'endurance, il était, 3 jambes au-dessus de ses adversaires vu l'écart qu'il met à la fin. Ouais, c'est clair. Alors, ça aurait pu mal se finir quand même pour Van Der Poel parce que 5 km... 5 km plus loin, voilà, c'est à 16 km de l'arrivée, un virage à droite comme il en a pris 25 par tour et là, il chute. Il chute, on voit alors quand il glisse qu'il met le pied, on voit que là c'est un coureur aussi qui est adroit parce que il a une réaction quand son vélo il part et il glisse. Heureusement c'était pas très vite, mais il aurait pu se péter quelque chose ou alors que se péter son dérailleur et puis là la course est pliée quoi pour lui. Ouais, tout à fait. Mais Mathieu Van Der Poel, c'est un coureur très technique, très adroit, mais je trouve ça lui arrive souvent quand même ce genre de mésaventures. Par exemple, en cyclocross, je trouve qu'il tombe assez souvent quand même parce qu'en fait, malgré le fait qu'il soit adroit, il est très souvent à la limite quand même. Et moi, je trouvais, voilà. Alors lui, après course, c'est marrant, il dit ouais. Oh là là, mais je prenais aucun risque, etc. Alors que moi, je me disais, ouais, le mec, il avait déjà 45 secondes qu'il avait pris en 4 km. Ouais, mais ça, je sais pas à quel point il était au courant comme il n'y avait pas d'oreillette, je sais pas à quel point il était au courant de l'écart. Mais bon, en tout cas, voilà, je l'ai senti, j'ai vu prendre le virage et oh là 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 là, et j'ai eu peur ensuite parce que il met quand même une seconde et demie, on va dire, où il reste un peu au sol et je me dis, oula, j'ai eu peur, je me suis dit non, ce serait trop moche, ce serait horrible de perdre là-dessus. Et après, non, finalement, il est bien remonté et bien reparti. Donc voilà, disons que ça rajoute encore plus à la légende de cette course. Voilà, et Mathieu Van Der Poel, un peu le héros qui est tombé, mais qui est reparti. Et ça, c'est pas sa chute qui. Enfin voilà, peut-être qu'on en reparlera comme ça dans quelques années de la chute de Mathieu Van Der Poel qui a fini par ensuite gagner la course. Donc voilà, finalement, à la fin, ça restera un fait de course, à voir si derrière, voilà,
il est assez blessé ou pas, lui qui devrait disputer, on va en reparler après, le VTT samedi. Mais écoute, ça rajoute à la dramaturgie de cette course. Et non, mais écoute, voilà. Finalement, plus de peur que de mal, en tout cas pour terminer la Oui, course. c'est ça. Puis la chance qu'il a eu aussi, c'est qu'il avait creusé suffisamment d'écart pour que le groupe de chasse ne l'aperçoive pas à ce moment-là. C'était dans un passage où il y avait tout de suite un autre virage à droite après, et en fait, ils n'ont pas été au courant de cette chute, je pense, même avant l'arrivée. Donc, à aucun moment, parce que tu vois, t'as les oreillettes sur une course comme ça, on te dit il a chuté devant, il a chuté, crac, ils auraient pu embrayer encore plus et revenir sur lui. Bah alors ouais, je pense qu'ils étaient tous cramés. Hein, donc oui, après... Je pense qu'ils ont roulé quand même jusqu'au bout, mais simplement ils étaient largement Ah bah ils étaient... Et deuxièmement, en fait, moi il avait creusé un écart de fou, parce que moi quand il tombe, je me dis bon bah il va se relever avec les autres et il va devoir réattaquer, enfin voilà. Et en fait, mais tu vois qu'ils repartent, je me dis ils arrivent, et en fait ils étaient même pas au virage, enfin ils sont passés encore 25 secondes, enfin... Non, vraiment, il avait dû mettre déjà 45 secondes alors qu'il avait attaqué 3 km avant, quoi. Donc, non, c'était incroyable. Ouais. Enfin, moi, j'en revenais pas. Je me suis dit, ah ouais, en fait, sauf si vraiment il s'est fait trop mal, les mecs, ils vont jamais revenir, quoi. Ouais, non, mais il était largement au-dessus de toute façon. Et après, je pense que derrière, ils se sont très vite dit, bon, on est 3, il reste plus que 2 places sur le podium, va falloir aussi essayer d'en garder un petit peu, même s'il devait plus leur rester grand chose. Donc finalement, bah voilà, Mathieu Van Der Poel qui file vers le titre, qui creuse un écart de fou, hyper impressionnant, qui s'impose. Pour la deuxième place, et dans la bosse là qui était juste avant la flamme rouge, Van Aert a accéléré, il a pris un bon enchaînement de virages et Pedersen qui était dans la roue a pas pu suivre. Donc Wout Van Aert fait deuxième, et pour la troisième place, c'est Pogačar qui a tout misé sur le podium, qui a laissé Pedersen faire l'effort dans le dernier kilomètre pour venir le sauter sur la ligne. Donc un podium grandiose pour conclure ce championnat du monde. Bah ouais, pour moi, franchement, tu vois, on a eu des courses folles cette année. Je trouvais qu'on avait un Tour des Flandres exceptionnel, ce qui était le cas. Mais pour moi, voilà, je le dis sans rougir, jusqu'à maintenant, les championnats du monde sont pour moi la course de l'année, ou en tout cas la course d'un jour de l'année. Donc j'ai vécu, enfin voilà, un podium de champion, on a une course de folie et un podium royal derrière, le plus beau podium sûrement qu'on pouvait avoir sur cette course. Donc alors voilà, pour moi, c'était que du kiff cette course, et à la fin, bah voilà, c'est mon chouchou qui gagne en plus, donc j'étais trop content. Voilà, Van Der Poel, c'est un champion. On va peut-être faire un peu le point sur lui après, mais et puis derrière, bah Wout Van Aert qui finit deuxième. Je sais plus, je crois que c'est sa septième peut-être médaille sur un championnat du monde, donc sur route en tout cas. Donc ça commence à faire énormément pour Wout Van Aert. Donc voilà, et puis surtout, c'est pas une médaille d'argent où il aurait pu se dire l'or n'est pas loin, quoi. L'or, il était très loin de l'argent aujourd'hui. Donc voilà, et puis Pogačar, c'est chouette parce que voilà, il s'est pas laissé abattre par son Tour de France. Déjà, il avait bien rebondi en gagnant l'étape du Markstein sur le Tour, et puis là, voilà, il fait deuxième, il fait troisième en battant Pedersen au sprint en plus. Donc voilà, Pedersen d'ailleurs qui a pas démérité, parce que quand même c'est 3 coureurs hors catégorie qui étaient avec lui, et lui il fait tu vois, pour moi il fait une saison incroyable. Pedersen, vainqueur sur le Giro, vainqueur sur la Vuelta, troisième du Ronde, il était également je crois dans 5e ou 6e tête de Roubaix. Donc voilà, pour moi il fait une saison incroyable. 4e à Roubaix. 4e, donc pour moi, il fait une meilleure saison que Wout Van Aert, par exemple. Puis il a été hyper actif, Pedersen. Hein. Il y a aucun moment, je pense, il s'est dit je suis avec les gars là. C'est pas le genre de coureur qui essaie de feinter, quoi. Il y va. Non. La course elle est dure, et on y va, on appuie sur les pédales, et ça faisait un petit peu penser au championnat du monde qu'il avait gagné, hein, quand il s'est mis à pleuvoir et compagnie. Ça rappelait un petit peu 4 ans plus tôt. Donc non,
hyper costaud. C'est pas une surprise, hein. Comme tu l'as dit, on l'a vu faire un gros Tour de France. Il a mis des gros tempos en montagne aussi par moment. Donc non, c'est vraiment un super coureur. Malheureusement pour lui, il a pas eu la médaille, mais on le reverra sur des parcours, de puncher sprinter comme ça. Ça c'est sûr. Bon, bah pour enchaîner, on va essayer de creuser un petit peu plus ce podium. Alors bon, bah Mathieu Van Der Poel, champion du monde. Quand ce genre de coureur devient champion du monde, c'est comme la première fois qu'Alaphilippe est devenu champion du monde. Moi, je me dis toujours, c'est trop bien parce que ça aurait été dommage qu'un coureur comme ça ne porte jamais le maillot de champion du monde pendant une saison. Ah ouais, c'est clair. Non, mais voilà, c'est mérité. Et puis surtout, enfin, voilà, ça intervient quand il fait sa meilleure saison sur route, parce que je pense qu'on peut dire que c'est sa meilleure sur route, Ah même oui. si la saison 2021 était déjà exceptionnelle avec les Stradés, avec la victoire et le maillot jaune sur le Tour de France. Voilà, c'était quand même avec des numéros de fou. Mais là, quand même, enfin, Ouais, c'est c'est un pas la cran au-dessus, quantité hein. qui compte, Mm, mm. c'est plus la qualité, là. Mais quand tu. Voilà, il doit avoir quoi, 5 victoires cette saison. Et voilà, mais dans ces 5 victoires, il y a quand même 2 monuments et un championnat du monde. Donc c'est voilà, enfin, c'est juste une Ouais. saison hors norme pour Mathieu Van Der Poel et qui, à mon avis, pourra en fin de saison, en tout cas, sera dans la très courte shortlist pour le titre de coureur de l'année. Ah bah elle sera très courte, hein. À mon avis, on pourra se poser la question si Vingegaard y gagne la Vuelta. Mais Ah, je pense que si Vingegaard gagne la Vuelta, quand même, ça fait 2 grands tours. on, Deux s- grands tours plus 2 courses par étape pour le tour, je sais pas. on se posera la question à ce On se posera moment-là. la question, Voilà, on se posera la question, mais pour l'instant, ça voilà, fera la Vuelta l'occasion de n'est pas passée débat, et mais Van Der Poel, lui, en tout cas, en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que cette année, il avait 4 objectifs. Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, championnat du monde. Bah, il en gagne 3, il fait une fois deuxième. et, euh, et c'est juste incroyable, sachant que c'est les courses d'un jour les plus prestigieuses avec Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Des courses qui sont pas sur son profil, donc en fait, sur les courses qui pouvaient lui correspondre cette année, bah, il a fait un quasi sans faute. Et puis c'est la manière aussi, la manière dont il gagne là ce dimanche, où on voit qu'il est clairement le plus fort. Il fait une course intelligente aussi parce que il y a un moment où quand tout le monde attaquait de tous les côtés, lui il s'est contenté de suivre. Il sautait pas forcément dans la roue en premier, sauf quand c'était Van Aert qui attaquait forcément. Mais il gérait pas trop mal derrière, il s'est pas trop montré non plus. Il a mis sa première banderille assez tôt dans la course, histoire de montrer à tout le monde qu'il était là et puis qu'il pouvait faire mal, puis pour user un petit peu plus les organismes. Mais je trouve que de plus en plus, il a cette faculté à garder ses cartouches et à les utiliser au moment où il faut. Bah voilà, Milan-San Remo, on sait hein, à quel moment il faut mettre sa cartouche, il a réussi à le faire. Et là sur championnat du monde où ça pouvait arriver tous les 300 mètres, et ben pareil, on a l'impression a posteriori qu'il a vraiment su exploiter le parcours parfaitement. Il l'a dit après, il avait attaqué à cet endroit-là parce que la bosse était assez longue, il pouvait faire mal et il savait qu'après il y avait un enchaînement de virages et après à nouveau une bosse où il pouvait encore en remettre une au cas où il y a quelqu'un qui ait pris sa roue à ce moment-là. Et, euh, et ça de plus en plus on voit qu'il a appris un petit peu de ses premières années sur route où il était déjà hyper costaud mais il attaquait un petit peu dans tous les sens et puis des fois il pouvait se faire un petit peu avoir comme ça. Là, on a vraiment ouais, un Mathieu Van Der Poel qui sait de plus en plus courir. Voilà, même à merveille. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec ce maillot de champion du monde. ouais, en plus, il va pouvoir en profiter avec un mois de rap, puisque l'année prochaine, les championnats du monde, ils seront Exact. de nouveau au mois de septembre. Donc voilà, c'est tout bénef. Et puis oui, tu as raison, déjà en course, il sait parfaitement se gérer. Et puis je pense qu'il est également au top maintenant concernant la préparation, puisque voilà, enfin, beaucoup disaient, bah non, après son Tour de France, il n'est pas du tout au niveau du printemps, mais il ne fallait pas oublier qu'avant son printemps, sur une semaine et demie avant une semaine carrément avant son Milan-San Remo, tout le monde disait, ah ouais, sur Tirreno, Van Der Poel, il Mm. n'est pas du tout dedans, donc ça va être une campagne très mauvaise. Et voilà, il prouve que voilà, lui, il sait très bien surcompenser des courses des courses par étapes qui constituent sa préparation. Et pareil, voilà, il a fait des efforts pendant le Tour de France. Beaucoup disent, voilà, oui, il n'a pas gagné, etc.
d'une, déjà, il avait très peu d'étapes qui convenaient par rapport à son profil. Soit c'était trop plat et donc c'était pour son sprinter, soit c'était vraiment au moins de la moyenne montagne et c'était un peu trop compliqué pour lui. Donc voilà. Et on l'a vu prendre des échappées, faire des efforts, faire du fractionné, travailler pour l'équipe. Et aujourd'hui, voilà, il prouve qu'encore une fois, il sait parfaitement se préparer pour ses objectifs de course d'un jour. Et effectivement, je pense qu'il est arrivé à la fois à maturité physique et à maturité mentale. Et du coup, alors Van Der Poel, t'en as parlé brièvement, ce samedi, il va faire le championnat du monde en VTT. Je sais même pas il a pas fait de manche de Coupe du Monde, je crois, cette année. Aucune. Non, hein, c'est ça. Hein. Et donc voilà, bon, ça va être marrant à voir. J'espère juste qu'il va pas se péter le dos comme à Tokyo, mais voilà. Et alors du coup, c'est une petite question là que j'aimerais te poser. Est-ce qu'on va revoir Van Der Poel sur la route sur cette fin de saison? Bon, je pense quand même qu'il voudra porter son maillot de champion du monde et puis essayer de gagner le plus rapidement possible avec. Et aussi, autre question sur la suite de sa carrière, quels objectifs il va se donner, parce que dans son interview d'après-course, il disait que c'était un de ses derniers gros objectifs, une des dernières courses qu'il rêvait de gagner dans sa carrière, et que là il l'avait gagné, et alors un peu, on va essayer de deviner un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va essayer de viser d'autres courses? Est-ce qu'il finalement il dit ça mais il va vouloir regagner les mêmes courses? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, sur Van Der Poel, déjà, effectivement, il sera au départ du VTT. Alors, sans pression aucune, voilà. Enfin, ses objectifs de l'année sont remplis. Je pense qu'il y va un peu pour s'éclater. Et puis, on ne sait pas, hein, ça se trouve, voilà, s'il est toujours au top physiquement et que sa chute lui a pas fait trop mal, attention, parce que je suis pas sûr que dans l'histoire du sport, le triplé dans la même année, champion du monde dans les trois disciplines du cross, du c'est le VTT premier et de à la faire route. cyclocross et course en ligne sur la Ouais. même année, Donc voilà, et alors déjà. imaginons qu'il soit champion du monde de VTT, je pense que là, le vélo d'or, il est attribué automatiquement, parce que enfin, là, ce serait un exploit unique dans l'histoire et qui Ouais, serait vraiment parce que pas prêt d'être répété. Donc il y avait Pauline Ferrand-Prévôt qui l'avait fait, mais elle l'avait pas fait la même année. Elle avait eu les trois voilà. titres en même temps, mais elle l'avait pas fait les mêmes années parce que le cyclocross, elle l'avait gagné en 2015, la route en 2014. Moi, j'y crois pas trop pour le VTT, parce que voilà, il va pas partir du tout en première ligne, il Hmm. n'a pas fait de Oui, ça VTT va être cette compliqué année, quand même. voilà. En VTT, il n'a pas de marge sur la concurrence. Enfin voilà, tous ces facteurs font que voilà. Mais il ira. Alors là, je peux vous dire qu'il va bien dormir la veille parce que voilà, Ah, il ira il sans va être aucune serein, pression. hein. Ouais, ça c'est Enfin, clair. si Van Der Poel il finit 20e, personne lui dira rien. Et s'il abandonne, personne lui dira. Enfin, en fait, il a pas grand-chose à perdre. Ouais, Donc c'est ça. autant Hmm. voilà. Et on ne sait jamais, hein, sur un jour exceptionnel, pas de crevaison, rien. Tout se passe bien au niveau technique et on est. Enfin, en tout cas, voilà, s'il fait ce fameux triplé, enfin, là, ce sera un truc unique dans les annales du vélo. Donc, écoute, il y a quand même un truc à aller chercher samedi, donc à voir ce qu'il fera ensuite, effectivement. Alors, lui, j'ai lu une interview où il disait que voilà, ça devait normalement être la dernière course sur route de sa saison, le mondial, mais que voilà, forcément, avec le sponsor, enfin voilà, l'équipe va vouloir qu'il aille au moins s'aligner sur une ou deux courses. Moi, je le vois bien, tu vois. Je pense qu'il va couper assez tôt pour être frais pour se remettre de sa saison, pour se remettre sur le cyclocross Hmm. à partir de la fin novembre. Et je le vois bien faire encore un mois. Pourquoi pas aller sur l'ancien Tour du Benelux, là, le Renault Tour, une course qu'il a déjà gagnée et qui Ouais, lui irait très bien. Poursuivre avec. c'est début septembre ça. Hein. Ou Ouais, je crois fin qu'il y a, août. il doit y avoir Plouay une semaine après Ouais, et les Canadiennes une semaine après ouais. Plouay. Et tu vois, pour moi, ce serait un petit enchaînement sympa qui lui ferait finir la saison globalement à la fin, la mi-septembre. Et voilà, ça lui fait pas beaucoup de. Enfin voilà, moi si j'étais lui et son équipe, j'irais sur ses objectifs. Alors après, il y a un championnat d'Europe qui est chez lui aux Pays-Bas. Je crois qu'il passe par le Vanberg, qui est une courte très très côte, enfin qui est une côte très très courte, très très pentue. Alors Hmm. encore une fois, un championnat d'Europe qui lui irait bien, mais c'est le 20 septembre, je crois. Donc est-ce qu'il ira jusqu'à là? Est-ce qu'il aura la motivation? Ça, j'en suis pas du tout sûr. Et puis une fois que tu es champion du monde, est-ce que tu as Ouais, vraiment la si c'est pour volonté pas derrière porter d'être le champion maillot. Mais d'Europe? Sagan l'avait fait, hein, je crois. Il avait été Ouais, oui, en exactement. Sagan 2016. Il l'avait avait fait été champion ouais, d'Europe alors qu'il était exactement. champion du monde. Ouais, En France d'ailleurs. ouais, c'est ça. C'était à En haut de la Plumelec. côte de Cadoudal, je crois, C'était où? ou un truc comme Ouais, c'est ça, ça. non? C'était en Ah, Bretagne. ça doit être ça. Il bat Ouais, Julien ouais, Lafilippe d'ailleurs. exactement. Et donc voilà, enfin, écoute, encore une fois, Van Der Poel, là, je pense que il a calendrier libre jusqu'à la fin de la saison, mais
mais je pense que voilà, il a envie ensuite de se replonger sur le cyclocross et voilà, d'aller montrer ensuite, en plus de son maillot sur la route, son maillot de champion du monde de Oui, bah cyclocross. Donc forcément. voilà, je pense qu'il va courir sans pression, mais voilà, je pense que ce serait enfin, même de la part du sponsor et tout, qu'il ne le pousse pas à faire deux trois courses comme ça, au moins pour aller montrer le maillot. Enfin, Oui, puis ça surtout m'étonnerait beaucoup que comme on le tu voit l'as pour dit, la première fois que l'année prochaine. l'Eneco Tour du Benelux, où je sais plus, le nom change chaque année, donc j'arrive jamais à me souvenir du nom. René Tour. Ah voilà, ouais, je m'étais pas mis encore à la page. c'est de la folie ça. Du coup, ça, en plus, voilà, c'est chez les sponsors, donc à mon avis, ouais, il y a des chances qu'il étraîne son maillot ici. Hein. On a l'habitude de voir quand même les champions du monde le mettre le plus rapidement possible le maillot. Et puis, ouais, puis moi je me dis gagner. Peut-être il va quand même essayer, je pense, de gagner une course avec cette saison. À Plouay, ce serait beau. Hein. Ouais, carrément. Il irait bien en plus. Ouais, alors ouais, c'est sûr que ça pourrait faire une belle course. Après, on sait que aussi quand il est après des gros objectifs comme ça, mentalement, des fois c'est un peu compliqué. Ça peut se comprendre, hein, et personne lui en voudra, de se remobiliser pour repartir sur se faire la peau sur des courses dures sous la pluie de 250 bornes ou autre. Donc faudra voir, mais en tout cas, il aura pas de pression jusqu'à Milan-San Remo l'année prochaine, quoi. Sur la route, j'entends. Ouais. Après, Et du coup, tu parlais de ses objectifs à l'avenir. Alors, effectivement, je pense que pour moi, ils seront remplis. J'ai du mal à aller le voir gagner un Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui avec les coureurs qu'on a qui sont des bons grimpeurs. Voilà, faudrait qu'ils perdent 2-3 kilos peut-être parce que c'est peut-être des côtes un peu trop longues pour lui. Et même s'il est voilà, je pense qu'il est tout à fait capable d'aller chercher facilement un top 10 sur Liège-Bastogne-Liège, mais la victoire, j'ai peur qu'il y ait toujours un ou deux coureurs au-dessus de lui sur ce type de course. Mais pour moi, il doit continuer à se concentrer sur ce qu'il sait bien faire. Et je suis persuadé que Van Der Poel, il a que 28 ans. Il a facilement, s'il est toujours autant en forme, un record de victoire dans le Tour des Flandres, aller chercher, déjà égaliser le record de victoire l'année prochaine. Et puis ensuite, peut-être celui-là à battre. Il y a un Roubaix à regagner. Et puis voilà, l'année prochaine... Paris 2024, hein, il y a une épreuve des JO qui va lui aller comme un gant avec voilà, des petites côtes dans Paris, un circuit qui risque encore une fois urbain dans la ville de Paris d'être assez technique. Donc voilà, je pense qu'il a des beaux objectifs à avoir l'année prochaine. Et puis pourquoi pas regagner une étape sur le Tour de France. À mon avis, quand même, il va en avoir envie. Et l'année prochaine, s'il y a une ou deux étapes pour Puncher, voilà, je pense qu'il va facilement se trouver des objectifs l'an prochain. Ouais, bah, de toute façon, forcément, il aura envie d'être à l'avant, et puis je pense qu'il y a aussi le fait de vouloir gagner des grandes courses avec le maillot de champion du monde. Ça rajoute encore bah voilà, de la légende au coureur, hein. On se souvient des grosses victoires avec le maillot de champion du monde. Remco Evenepoel l'a très bien fait cette année. Sagan l'a fait aussi quand il gagne son Paris-Roubaix et puis son Tour des Flandres aussi avec le maillot de champion du monde. Donc non, c'est sûr qu'on le reverra, et je pense aussi qu'il va faire un bel hiver en cyclocross. Il aura hâte aussi de refaire, et peut-être qu'en pouvant couper plus tôt avec ce championnat du monde avancé, il pourra faire un petit peu plus de courses, hein. Voilà, ce sera intéressant à regarder. Donc on parlait de cyclocross. Un cyclocrossman également fait deuxième. Wout van Aert, j'ai envie de dire encore deuxième, sauf que cette fois-ci, contrairement à plein d'autres fois, je pense qu'il pouvait pas espérer mieux, Van Aert. Non, clairement pas. Voilà, il est battu par plus fort que lui. Alors derrière, voilà, il a fait une course très très très. Enfin, il a très bien joué, Wout van Aert. Hein, il était dans les bons coups. Il en a jamais trop fait. Il a fait voilà. Simplement derrière, il est moins bon puncher que Van Der Poel, et puis voilà, tout simplement, il est très fort, mais à l'image de sa saison, voilà, il est pas supersonique cette année, Wout van Aert. Alors moi, j'ai toujours en tête ce que j'avais dit en février dernier. Je l'avais trouvé incroyablement fort sur toute la saison de cyclocross. Et le jour J, le jour où il fallait gagner, c'est le jour où il se fait battre. Et voilà, je m'étais dit à l'époque, et ce que j'avais dit dans le podcast, il me semblait que ça allait être une défaite qui allait faire très mal pour Wout van Aert. Alors, encore une fois, rien ne dit que ça vient de là, mais derrière, on l'a jamais retrouvé à un niveau excellent tout le long de l'année. Paris-Roubaix, il était costaud. Il a quand même pas de chance parce qu'il crève.
il était peut-être pas au-dessus de Van Der Poel, on sait pas ce qu'il aurait pu se passer, mais il était quand même costaud ce jour-là. Oui, oui, il était costaud, mais voilà, je pense pas qu'il était non plus 2 jambes au-dessus de la concurrence. Non, Un non. Wout van Aert, normalement à 100%, voilà, il est très, très, très fort. Donc voilà, enfin, il n'y a eu aucun moment où il a surnagé Mm. cette saison. Oui, exact. Et finalement, ce qui est terrible pour lui, c'est que voilà, tous ses échecs, c'est. Bah, enfin, à chaque fois, là où il montre des signes de faiblesse, c'est parce qu'il subit une attaque de Van Der Poel, hein. Ça, Sur ça, San Remo, ça fait il 10 lâche ans, sur une ça fait attaque 10 ans que de. c'est comme ça Ouais, pour lui ouais. en plus. C'est un truc de Bah, fou quand même, cette je, rivalité. ouais, je sais pas, tu vois. J'avais l'impression qu'il y a un an, enfin, voilà, Van Aert était peut-être devenu un bien meilleur coureur sur route que Van Der Poel. Et puis en fait, voilà, depuis cette victoire en février, on a l'impression que la tendance s'est complètement inversée et que voilà, Van Der Poel, il réussit un peu tout ce qu'il veut. Et puis Van Aert, il réussit un peu moins ça. Alors, je sais pas, c'est assez étrange en fait, mais pour moi, dans tous les cas, il faut qu'il continue à viser ses courses qui lui vont très bien à Wout van Aert. Et je sais pas si un jour il pourra gagner le Tour des Flandres parce que quand même, Ah, il quand va. tu vois le niveau d'un Pogacar ou d'un Van Der Poel, Ouais. même d'un Mats Pedersen, voilà, Van Aert, j'ai l'impression que sur cette course, il est très fort, mais il surnage pas. Mais s'il repart à minima sur un Paris-Roubaix qui est une course, enfin, Van Aert, il peut pas se faire lâcher sur du plat. Enfin, mine de rien, voilà, toute cette année où il s'est fait lâcher, c'était des côtes un peu courtes et au punch où il avait pas ce punch. Mais sur Roubaix, c'est la course qui lui va le mieux. Il est ultra puissant, c'est un excellent rouleur. Enfin voilà, il est très bon techniquement. Donc c'est inimaginable pour moi que Wout van Aert finisse sa carrière Ah, sans un Paris-Roubaix. ce serait tellement dommage pour un coureur de ce niveau-là et puis de ce talent-là. Enfin voilà, il a toujours qu'un monument, Milan-San Remo en 2020, à un moment où on l'attendait pas en plus. Enfin voilà, Ouais, 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 ouais. c'est ça en c'est ça. fait. C'est quand il était pas attendu. Et là, ça va refaire la même chose en avril prochain sur la campagne des classiques. Il va être attendu à chaque course. Peut-être qu'il y a un moment où il sera moins attendu et puis à 33 ans il gagnera en vieux briscard Paris-Roubaix, on sait pas, mais non, ce serait dommage. Et pareil, ce que je disais pour Van Der Poel, ça aurait été dommage qu'il soit jamais champion du monde. Van Aert, ce serait dommage qu'il soit pareil jamais champion du monde parce que c'est un coureur qui le mériterait. Après bon bah il y a plein de coureurs qui l'auraient mérité dans leur carrière et qui ont jamais réussi à avoir le maillot arc-en-ciel. Donc, ouais, voilà, mais faudra plus que juste de la réussite en fait. C'est ça maintenant, parce que c'est quand même un Ouais. coureur qui a la pancarte à chaque fois, parce que bah il a tellement montré qu'il était hyper costaud qu'il a une grosse pancarte et quand t'as la grosse pancarte, bah soit t'es une jambe au-dessus de la concurrence et puis t'arrives à sortir tout le monde de la roue, soit bah t'enchaînes les places d'honneur et ouais, c'est un petit peu comme ça qu'il est en train de virer Van Aert. Je sais pas, il doit quand même pas très bien le vivre, à mon avis. Mentalement, ça va être un peu compliqué parce qu'on voit bah voilà, à quel point il est monstrueux en tant que coéquipier, mais Van Aert, ça doit pas être qu'un coéquipier excellent sur le Tour de France. C'est un leader. Je suis pas en train de dire qu'il est à la ramasse à côté, mais voilà, je pense que pour des coureurs comme ça, le but, c'est de gagner les courses auxquelles ils participent, surtout les grosses courses d'un jour. Et ouais, ça pêche encore, même si, ouais, j'ai envie de dire là, je pense qu'il n'y a pas trop de frustration à avoir sur la course de dimanche. Hmm. Moi, je serais lui quand même l'an prochain. Alors, je vais jusqu'à Paris-Roubaix, toutes les saisons des classiques, mais ensuite, pourquoi pas changer un peu mes habitudes et aller découvrir un peu autre chose. Et je pense au Giro et je pense à ne pas Hmm. faire le Tour de France une année parce que c'est pareil. S'il fait le Tour de France, il est quand même bridé parce qu'il est dans cette équipe Jumbo. Et puis le Tour de France, il en a fait le tour. Enfin, il a gagné les Tours de France enfin, 2 années de suite avec son leader. Il a Il a 9 porté le étapes. maillot jaune. Il a Hmm. 9 étapes. Voilà, il a un peu fait le tour. Et on sait très bien que s'il revient sur le Tour de France l'an prochain, ce sera le même scénario. C'est-à-dire que voilà, il va aller chercher d'un côté son étape et d'un autre côté, il va devoir rouler pour l'équipe. Et voilà, et à chaque fois, en fait, ça lui prend de l'énergie. Et s'il veut viser les JO qui vont être 2 semaines après le Tour de France Ah l'an bah là, prochain, il pourra pas tout bah faire. voilà, Hmm. et pourquoi pas aller chercher du neuf et dans le prolongement de ces classiques flandriennes, aller faire un Giro un peu libéré où il n'y aura pas forcément Vingegaard, enfin sûrement pas d'ailleurs, puisqu'il ira sûrement défendre
sa couronne sur le Tour. Donc voilà, ça pourrait lui offrir beaucoup plus d'opportunités. Et puis ensuite, voilà, avoir une préparation beaucoup plus tranquille de son côté pour le Tour de France. Peut-être on allait en faire un tour pardon, pour les JO, pardon, avec pourquoi pas un tour de Wallonie, un tour de Pologne, effectivement. Et puis ensuite, voilà, après, enfin, avoir beaucoup plus de fraîcheur pour la fin de saison, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va falloir aussi, enfin, changer des choses au-delà de la manière de courir, peut-être un peu de neuf pour Van Aert. J'ai l'impression que là, ça fait au moins 2-3 saisons qui se suivent et se ressemblent. Donc voilà, il va peut-être falloir un peu aussi innover dans tout ça. Ouais, puis c'est ce que l'année dernière, Van Der Poel, il avait fait ça. Alors il en avait trop fait sûrement avec son Giro, il était arrivé cramé sur le Tour. Mais je pense que du coup, le fait d'avoir changé aussi sa saison, il était arrivé dans d'autres dispositions sur la saison 2023. Et moi, je reste persuadé que cette saison un petit peu en deçà en 2022, par rapport à son standing, l'a aidé pour faire cette belle saison 2023. Donc c'est vrai que Van Aert, il est habitué à faire, on le voit sur les mêmes courses tout le temps, hein. Si tu regardes son programme en 2022 et 2023, il a fait le Tour de Suisse cette année, il avait fait le Dauphiné l'année dernière. Voilà, sinon on est sur les mêmes courses. Donc effectivement, c'est une piste qu'on pourrait peut-être lui souffler. Ah non, puis il y a Paris-Nice et Tirreno aussi qu'il avait inversé. Pour terminer, on va parler du petit jeune là qui fait 3ème, le petit inconnu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur une course de vélo à l'avant, le Slovène Tadej Pogačar. J'ai envie de dire un petit peu pareil que pour Van Aert. En fait, j'ai l'impression que sur cette course, chacun est vraiment à sa place, quoi. Pogačar, il pouvait pas vraiment espérer mieux que de faire 3ème. Même, il s'en sort très bien de faire 3ème, j'ai envie de dire. Ouais, il s'en sort très bien, mais Tadej Pogačar, quel coureur. Enfin, pour moi, je pense comme pour beaucoup, c'est le meilleur coureur du monde. Voilà. Enfin, il est tellement polyvalent. C'est le coureur le plus polyvalent de la planète. Enfin, il fait vraiment tout type de course. Il est là toute l'année. Après son Tour de France, voilà, enfin, où il aurait pu décompresser ou se dire, voilà, je vais viser un autre grand tour. Non. Les championnats du monde, c'est une course trop importante dans le calendrier. Et voilà, tu vois qu'il aime trop le vélo, qu'il voulait la faire. Et encore une fois, voilà, effectivement, il n'y avait rien à faire contre Van Der Poel, mais derrière, il va chercher une magnifique 3ème place au sprint contre Mats Pedersen, qui est un excellent sprinter. Donc, c'est une excellente performance pour Tadej Pogačar. Il y a des vidéos qu'on voit à la fin de la course, il est complètement vidé. Là, on l'a senti sur les derniers tours, là, à chaque fois, il est juste, et tu te dis, tu vois, il perd à chaque accélération de Van Aert, il perd 1 mètre, 2 mètres, tu vois que à chaque fois c'est Pedersen qui fait l'effort pour aller dans la roue, et lui tu sens qu'il est à bloc, limite on se dit s'il y a 20 mètres de montée en plus, il explose complet, quoi, et il arrive à chaque fois à s'accrocher, et il perd du terrain dans la bosse, et hop, au-dessus de la bosse il est dans la roue, dans le virage il est dans la roue, et ouais, moi il m'a vraiment scotché là-dessus, cette façon dont qu'il avait de pas lâcher. Non, ouais, c'est incroyable tout ce qu'il fait. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que bravo pour cette 3ème place. Il est à sa place. Il n'a pas d'équivalent dans le peloton en termes de polyvalence. Enfin, voilà, c'est incroyable. Il fait une saison, lui aussi, franchement, il peut être un candidat sérieux au titre de meilleur coureur de l'année parce que tout ce qu'il a gagné. Et surtout, tout ce qu'il a gagné sur des terrains si différents, contrairement à d'autres coureurs, voilà, un Vingegaard ou un Van Der Poel, il gagne, voilà, c'est des ultra spécialistes, soit des courses par étapes, soit des courses d'un jour, mais lui, c'est le seul dans le peloton qui est excellent partout. Même Van Aert, voilà, il a certaines limites en montagne ou dans les bosses avec trop d'explosivité. Bah, voilà, Pogačar, lui, il est bon partout. Donc voilà, encore une fois, il n'y avait rien à faire pour lui aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que malgré le fait que peut-être qu'il a un peu trop donné, je trouvais, dans la partie de 100 à 70 km de l'arrivée, il était beaucoup dans les attaques, à répondre à beaucoup d'attaques, et puis surtout, il était tout seul dans son équipe. Mais voilà, il vient quand même décrocher un magnifique résultat. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que Pogačar, il va continuer à courir comme il le fait, à continuer à courir des courses différentes. Alors peut-être qu'il ne le devrait pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, moi j'ai envie de le voir continuer à faire un peu le fou furieux sur toutes ces courses. Il régale, et puis... Ouais, il régale, en fait, c'est ça. Il régale, tu vois que lui, ça lui fait plaisir, et puis le public, nous,
on attend ça en fait, on a envie de le voir sur ce genre de course, Pogacar, quand on sait à quel point il est, comme tu l'as dit, polyvalent, et puis voilà, bourré de talent. Et moi ça me plaît, j'adore ce genre de coureurs qui se disent bah ok, cette course-là, bah c'est une grande course, bah je la fais. Oui, c'est peut-être pas le mais mon, mon, mon profil favori ou autre, là par exemple, il va aller faire le chrono, Ouais, le ouais. chrono, et il a, je pense, peu de chances de l'emporter, encore qu'on sait Ah jamais, ouais, hein. c'est clair. On sait jamais parce que c'est quand même Tobias Foss qui a gagné l'année dernière, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Mais moi ça me plaît et je trouve ça top. D'ailleurs c'est cool aussi vous en avez parlé dans la preview, dans le programme de cette année, que le contre-la-montre soit après la course en ligne, parce que ça donne la possibilité à des coureurs de faire le contre-la-montre. Il l'aurait peut-être pas fait en se disant je garde de l'énergie pour la course en ligne. Je crois que Van Aert il avait fait ça une année, je me demande si c'est pas l'année dernière. Et du coup bah voilà, ça je trouve ça oui, si c'est ça, l'année dernière il avait fait l'impasse sur le contre-la-montre Van Aert. Donc voilà, moi je trouve ça cool que ce soit dans cet ordre-là, parce que au JO aussi c'est dans cet ordre-là en général, et ça permet aux coureurs d'aller sur le contre-la-montre et puis de pouvoir enchaîner les deux. Donc c'est cool, donc à surveiller. Puis Pogacar, voilà, on va le revoir à la Bretagne classique aussi, avec un objectif, une nouvelle victoire, une troisième victoire de suite dans le Tour de Lombardie en fin de saison. Donc voilà, on va encore pouvoir en profiter, tout va bien. Bah ouais, tout à fait, voilà. Une saison exceptionnelle avec des acteurs exceptionnels. Donc voilà. En tout cas, ces championnats du monde, pour moi, c'était un vrai régal. Et voilà, le podium final est exceptionnel. Donc ouais, j'ai passé un incroyable dimanche après-midi devant ma télé. J'étais trop content. Voilà, Ouais, bah, je suis pas encore redescendu là. je suis du même avis que toi. Moi, ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, oh, elle était quand même cool la course hier, hein. Oh là Ouais, là. c'était Ah, chouette. c'était ouf. Et tu Puis, vois, puis Van Der Poel, il est champion du monde, quoi. Waouh, ça c'est ouf ouais, aussi. ça m'a déjà donné envie un petit avant-goût de cyclocross. Ça m'a déjà donné envie d'être au mois d'octobre prochain. Donc non, non, mais clairement, on a vécu un Hmm. truc Ouais, incroyable. ouais. Franchement, il faut se rendre compte de la chance qu'on a, parce que pour avoir suivi beaucoup de championnats du monde des années 2000, par Ah, il y en a eu exemple, des chiants, hein. Oh là là. franchement, ouais, des circuits insipides, enfin, voilà, si vous voyez un jour le mondial de 2002 à Zolder remporté par Ah oui, Cipollini, celui de 2001 celui-là, il est pas qu'on mal. annonçait Montagno, où ils finissent à 50 en peloton, enfin, franchement, de celui d'Hamilton en 2003, enfin voilà, enfin, franchement, on T'as en a quelque chose connu contre des. Igor Astarloa, c'est ça? Non, non, mais enfin, tu vois, ouais, non, on vit un truc assez Non, mais exceptionnel par ouais, ouais, rapport ouais, ouais. à ce qu'on a pu vivre sur certains championnats du monde, hein. Enfin, surtout, prenez celui de 2016 au Qatar, c'était pas le même niveau d'intensité, hein. Ouais, ouais, c'était pas pareil. Encore que celui-là, il y avait eu la bordure assez tôt, ça avait éliminé plein de monde. Ouais, après, c'était tout, quoi. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas le même. Mais bon, c'est pareil. Il faut Oui, il faut de tout, il il faut faut de de tout. tout aussi. Et finalement, a posteriori, je me dis que c'est bien que cette course, bah voilà, elle a été faite comme ça à ce moment-là. Mais en tout cas, ouais, on a de la chance d'avoir cette génération, et bah de toute façon, quand on voit une course où il y a ce podium-là, on peut que se dire que ça a été une super course forcément, et ça a vraiment été le cas. Donc bah tu vois, moi j'ai bien kiffé mon dimanche, et puis j'ai bien kiffé cette heure passée avec toi là, à débriefer tout Bah ouais, ça, à moi aussi. se replonger Grave. dedans, c'était top. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusque là. On suppose que si vous êtes encore avec nous, c'est que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour avoir votre réaction, un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, ça nous soutient, et puis ça nous fait beaucoup plaisir, ça nous motive aussi à continuer pour cette fin de saison. Il y a la Vuelta qui arrive, donc vous inquiétez pas, on sera là, ça va sortir de la preview, du live et compagnie. Vous êtes habitués. Merci à tout le monde une fois de plus de nous avoir suivis. Titien, bah merci beaucoup. Comme je l'ai dit, c'était bien cool. Et puis bah à bientôt, hein. Je crois qu'il y a une petite course en Espagne qu'il va falloir préparer.
Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi aussi, j'étais trop content d'avoir fait ce podcast avec toi. Un grand merci. Et puis un grand merci à tous également de nous suivre. C'est trop chouette de partager ça avec vous tous. Et puis, vive le vélo parce que franchement, on vit des émotions fortes à chaque course. Donc, c'est génial. Et j'espère que voilà, pendant la Vuelta qui va suivre maintenant très rapidement, on va encore vivre des trucs incroyables. Donc, voilà, trop, trop, trop content. Et surtout, pensez, comme l'a fait Van Der Poel dans le final, à bien mettre la main à la poche pour vous alimenter et ne pas choper une grosse fringale qui vous aurait bien scotché au stand, je pense, sur ce circuit des mondiaux. Allez, bisous à tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao! Salut tout le monde, bye bye!